Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité à présenter une partie de mon projet de Master 2. Je vais donc vous parler des différentes formes anatomiques de l'anomalie d'Epstein. L'anomalie d'Epstein, selon la nomenclature, c'est une anomalie congénitale de la valve tricuspide et du ventricule droit, qui est caractérisée par un déplacement apical de l'anneau fonctionnel de la tricuspide et qui implique généralement ses feuillets septal et inférieurs. Elle se différencie de la dysplasie tricuspide et elle est caractérisée au minimum par un défaut de délamination du feuillet septal. Vous le savez, son spectre anatomique est extrêmement variable et son spectre de sévérité aussi, puisqu'on a des formes néonatales extrêmement sévères et des formes polysymptomatiques diagnostiquées à l'âge adulte. En échocardiographie, elle se définit par un déplacement apical du feuillet septal de la tricuspide de plus de 8 mm par mètre carré par rapport au feuillet mitral en cas de cavité. Ici, vous avez un spécimen où on voit l'oreillette droite, le ventricule droit. Je ne sais pas si on a ma petite flèche. Ouais. Oreillette droite, ventricule droit. La jonction atrioventriculaire est marquée par la ligne en pointillé bleu. On a le feuillet septal le feuillet inférieur qui est bien délaminé. On passe la petite sonde en dessous. Et par contre, le feuillet septal, lui, n'est que partiellement délaminé. On voit la petite zone délaminée, puis une zone un peu brillante qui est accolée à la paroi septale. Enfin, sur cette photo, on voit le feuillet antérieur. Je voulais rappeler que la commission inféroseptale est toujours déplacée vers le bas dans l'anomalie d'Epstein, que le feuillet inférieur soit délaminé ou non. Ce n'est pas le cas de l'insertion proximale du feuillet antérieur, qui, elle, est normale au niveau de la jonction atrioventriculaire droite, on vient de le voir. Par contre, ce feuillet antérieur, il peut être dysplasique, comme on voit sur la photo de gauche, ou muscularisé sur la photo de droite. Et ce sont en fait ces attaches distales qui sont le plus souvent anormales. Les attaches distales anormales du feuillet antérieur ont fait l'objet d'une classification proposée par Lung en 1988, où on distinguait 3 types d'insertions. Les insertions linéaires, donc sur un éperon musculaire anormal à la jonction entre l'inlet et l'apex du ventricule droit. Les insertions de type discontinu, où on avait de multiples attaches directes entre le feuillet et la paroi du ventricule droit. Et puis les insertions focales, normales sur un pilier antérieur. L'objectif de mon travail était de démontrer que les différentes formes anatomiques de l'anomalie d'Epstein correspondent à un arrêt à différentes étapes du développement de la valve tricuspide. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà entendu. Moi, ça m'a été enseigné comme ça, mais en fait, ça n'a encore été jamais démontré ni publié. Donc pour cela, nous avons regardé des spécimens de la collection anatomique du M3C qui comporte 1400 cœurs fœtaux, dont 250 anomalies congénitales de la valve tricuspide, et parmi elles, on avait 28 Epstein isolés et 14 Epstein associés à une autre cardiopathie. Nous avons réalisé une analyse macroscopique de ces spécimens. Il faut savoir que l'atrialisation n'est pas très bien définie dans la littérature anatomique, donc nous avons considéré qu'il y avait une atrialisation quand on pouvait transilluminer la paroi postérieure du ventricule droit. Les différentes mesures réalisées ont été rapportées à des abacs de cœurs fœtaux en fonction de l'âge gestationnel, puisqu'on avait des spécimens de 19 à 38 semaines d'aménorrhée. Concernant les cardiopathies avec une anomalie d'Epstein associée, en fait, ces cardiopathies étaient surtout des atrésies pulmonaires à septum intact. On avait 10 spécimens sur les 52 abscisses de la collection. Et ensuite, pour les autres cardiopathies, on avait une CMH, une double discordance, une interruption de l'arche et une hypoplasie du cœur gauche que vous voyez sur la photo en bas. C'est une vue de profil avec l'oreillette gauche, le ventricule gauche, si on peut l'appeler ventricule gauche accessoire, et le ventricule droit. Et quand on ouvre du côté du ventricule droit, on voit au bout de la flèche rouge la zone du feuillet septal qui n'est pas délaminée et qui signe l'Epstein. Dans tous ces cas de cardiopathie avec anomalie d'Epstein associée, l'Epstein était vraiment limité au feuillet septal, sauf un cas d'abscie un peu frontière où on avait une insertion linéaire du feuillet antérieur et en aucun cas il n'y avait d'atrialisation. Maintenant, si on passe aux anomalies d'Epstein isolées, donc il y avait 28 spécimens, nous les avons classés en 3 groupes selon l'insertion distale du feuillet antérieur, donc en se rapportant à la classification de Lung. Un premier groupe d'insertion linéaire avec 10 spécimens. Vous voyez ici l'oreillette droite, le ventricule droit. On voit l'insertion linéaire là tout en bas sur la paroi du ventricule droit, le feuillet antérieur qui est tendu entre la jonction AV droite et cette insertion distale linéaire en style-like. J'en profite pour vous montrer la trialisation ici de la paroi inférieure et l'orifice, un orifice tricuspide qui est antérieur parce qu'on voit bien ici qu'il n'y a pas d'orifice inférieur. Ensuite, on avait un groupe d'insertion discontinue
Donc là, c'est une infundibulotomie qui a été prolongée. On voit les petites attaches discontinues musculaires entre le feuillet antérieur et la paroi du ventricule droit. Et enfin, le dernier groupe de 10 spécimens est un groupe d'insertion focale avec ici le feuillet antérieur, un pilier antérieur, et on voit également, comme ça a été montré ce matin, la bande modératrice ici et la bande septale. Avant de se concentrer vraiment sur la tricuspide et le ventricule droit, dans cet Einstein isolé, on avait quand même quelques anomalies associées. Il n'y avait que 3 spécimens qui présentaient une CIV, toujours selon le même mécanisme de malalignement antérieur du septum conal, des CIV de la haute-lettre qu'on voit ici dans une vue depuis le ventricule gauche. 2 spécimens avaient une paroi antérieure très fine qu'on pouvait aussi transilluminer, qu'on a dit Hull-like, comme on le voit sur cette photo. Et puis l'un de ces 2 spécimens présentait également un aspect de non-compaction du ventricule gauche. Dans nos 3 groupes, voici ce que nous avons observé. Il n'y avait pas de muscularisation du feuillet antérieur dans les formes avec insertion focale. Le feuillet inférieur était en fait soit complètement absent, c'est le cas dans les insertions linéaires, soit présent bien délaminé, c'est le cas dans toutes les insertions focales. On avait seulement un spécimen d'insertion discontinue qui présentait une délamination partielle. C'est globalement la même chose pour le feuillet septal. On voit qu'il est majoritairement absent dans les formes avec insertion linéaire et que par contre l'absence complète de feuillet septal est beaucoup plus rare dans les formes d'insertion focale. Ensuite, pour ce qui est de l'orifice tricuspide, sans surprise, dans les insertions linéaires, c'est un orifice antérieur, alors que c'est un orifice inférieur dans les insertions discontinues et focales. On n'avait pas de bande modératrice dans les formes d'insertion linéaire et une atrialisation, par contre, quasi constante dans ces formes. Enfin, une atrésie pulmonaire était rare dans les formes d'insertion linéaire, mais par contre beaucoup plus fréquente dans les 2 autres groupes. Donc si on prend un peu de recul, on se rend compte sur ce tableau qu'on a vraiment 2 groupes qui s'opposent, un groupe d'insertion linéaire et puis un groupe d'insertion focale. Et ça nous fait écho à ce qu'on sait du développement normal de la tricuspide. L'embryologie de la tricuspide, c'est 2 étapes successives. La première étape, c'est l'établissement de la jonction atrioventriculaire droite, et on en a parlé un petit peu ce matin, parce qu'initialement, il n'y a pas de connexion entre la partie droite de l'oreillette commune et le ventricule droit en développement. Cette connexion elle s'établit par la formation de l'entonnoir, donc qui est une poche myocardique qui se développe à partir de l'anneau primitif et qui progresse dans le ventricule droit en développement, un peu comme des poupées russes. Initialement, cet entonnoir tricuspidien conduit le sang de l'oreillette vers le ventricule droit via un orifice antérieur. Puis, à la fin de la 6e semaine, on a des fenestrations qui apparaissent au niveau du plancher de l'entonnoir et qui formeront l'orifice tricuspide définitif. Les photos de cette diapo ont été tirées d'un article de Kanani chez l'embryon humain. Et c'est vraiment lui qui a montré, à partir des travaux de Lamers aussi, l'origine musculaire de la tricuspide et son lien de parenté étroit avec le ventricule droit. La 2e étape de la formation de la tricuspide, c'est la formation de la valve elle-même et de l'appareil sous-valvulaire à partir des bourgeons endocardiques. Donc les bourgeons sont entraînés avec l'entonnoir vers la droite. Initialement, ils sont accolés à l'entonnoir, on le voit sur cette photo. Et puis ensuite, le premier feuillet à se former, c'est le feuillet antérieur par paire du myocarde de la paroi antérieure de l'entonnoir. On parle de démuscularisation. Et ensuite se forment les feuillets inférieurs, puis septales, par séparation à partir du myocarde ventriculaire. C'est la délamination. Et lorsqu'un défaut de délamination se produit, on a l'anomalie d'Epstein. Donc finalement, à la lumière de ces considérations embryologiques, on peut considérer que les formes avec insertion linéaire sont des formes d'arrêt précoce du développement au stade d'entonnoir avant l'apparition des fenestrations, avec le plancher de l'entonnoir ici, l'orifice antérieur. Les feuillets septales et inférieurs ne sont pas encore formés. Ensuite, à l'autre bout du spectre, on retrouve les formes d'insertion focale, où là, finalement, seul le feuillet septal est atteint, présente un défaut de délamination. On retrouve l'anatomie habituelle du ventricule droit avec le pilier antérieur, la bande modératrice et la bande septale. Et enfin, entre les deux, on a des formes un peu intermédiaires avec une délamination variable du feuillet inférieur, un orifice inférieur et une bande modératrice qu'on retrouve de plus en plus souvent. Pour ce qui est des atrésies pulmonaires, on n'en retrouvait pas dans notre série dans les formes précoces. Et finalement, c'est un résultat un peu attendu parce qu'on se dit que le flux qui est dirigé passivement via l'orifice antérieur directement vers l'infundibulum pulmonaire, ce qui suffit à assurer le développement de la valve pulmonaire.
Il y avait seulement un spécimen avec une atrésie pulmonaire, mais il était associé à une CIV par malalignement antérieur du septum conal. Donc on avait un autre mécanisme pour l'atrésie pulmonaire, qui était plutôt celui d'une tétralogie de Fallot. Concernant la muscularisation du feuillet antérieur, on ne la retrouvait pas dans les formes tardives. Dans tous les cas, elle confirme l'origine musculaire dérivée de l'entonnoir du feuillet antérieur, qui était encore un peu débattu par certains auteurs. Ensuite, ce qui nous interroge, c'est que dans notre série, la réalisation était systématiquement associée à l'absence totale de feuillet inférieur. Donc ça suggère une interaction entre le développement du feuillet inférieur et le myocarde de la paroi inférieure du ventricule droit. Et il y a une étude japonaise assez intéressante qui soulignait le rôle de la voie de signalisation BMP dans l'interaction entre les bourgeons endocardiques et le myocarde. Mais c'était une étude de 2016, il n'y a pas de nouvelles choses, donc on n'a pas le détail des mécanismes moléculaires sous-jacents. Enfin, le fait de retrouver des spécimens avec une paroi antérieure qui ressemblait un petit peu à un houle démuscularisé, et cette réalisation nous font évoquer un lien de parenté entre l'anomalie d'Epstein et l'anomalie de Houle. En tout cas, et on le sait, l'anomalie d'Epstein, au-delà d'une valvulopathie tricuspide, est une véritable myopathie du ventricule droit. Donc en conclusion, l'anomalie d'Epstein correspond bien à un arrêt dans le développement de la valve tricuspide. Et si on dézoome un petit peu, de part et d'autre de ce spectre, avant les formes précoces, on sait qu'il existe des Epstein atrétiques où il n'y a pas du tout de feuillet. Et encore avant, on a les atrésies tricuspides, qu'on a vu un petit peu ce matin. Et de l'autre côté, avant d'avoir une valve tricuspide normale, on retrouve les dysplasies. Et la question qui se pose ensuite, c'est l'existence d'un éventuel continuum anatomique entre les différentes anomalies congénitales de la tricuspide. Je vous remercie de votre attention.